Je suis née dans les mauvaises conditions. Tout était aligné pour que je m'en sorte pas. J'étais vraiment condamnée dès le départ. Il y a des gens comme ça, ils sont nés sous une mauvaise étoile où toute leur vie est difficile. Tu vois, tout est chaotique, tout est là pour que tu restes à terre et que tu n'aies aucune vie. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Hello Cathy, bienvenue à toi sur le podcast Super Boss et dans Fais ton show. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et veux-tu me dire rapidement ce que tu fais? Tu es Cathy, alors je te présente en quelques mots rapidement. Cathy de Créaligne, mais on va revenir sur vraiment le détail de ce que tu fais réellement à la fin du podcast. Donc restez à l'écoute parce que son histoire est absolument remarquable, incroyable, de résilience. Et je suis sûr et certain que vous allez être inspiré à également changer de vie. Et justement, c'est une histoire de mission de vie même que Cathy a. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter quelle est justement cette mission de vie que tu es actuellement en train d'accomplir? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, hein, et puis le fait de me mettre à l'aise comme tu l'as fait. Donc merci beaucoup déjà pour ça. Alors pour te parler effectivement de ce que je propose, alors je vais prendre le temps parce que c'est vrai que quand on est multifacette, c'est toujours compliqué d'expliquer aux gens exactement ce que l'on fait. Donc en fait, je suis animatrice et formatrice, pardon, donc en atelier créatif, en art-thérapie. D'accord. Et dans les neurosciences. Donc, mon but, en fait, c'est d'accompagner les femmes qui ont des parcours de vie difficiles, qui ont des peurs, des blocages et qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ou en tout cas qui souhaitent aller vers la vie dont elles rêvent, dont elles souhaitent. Donc, justement, par rapport à la mise en place de formations, la mise en place d'ateliers thématiques. Donc, j'ai parlé d'art créatif tout à l'heure. Donc, j'utilise surtout le biais de l'écriture, le théâtre, le dessin, la peinture, sculpture, l'inogravure, pour permettre à ces femmes-là de s'exprimer. Voilà, d'exprimer leurs difficultés, d'exprimer leurs peurs, d'expliquer leurs ressentiments ou même d'exprimer simplement le parcours de vie qu'elles ont. Et à partir de ça, je mets en place des formations pour pouvoir les accompagner thématique par thématique, étape par étape, pour atteindre la vie qui leur correspondra mieux et qu'elles arrêtent justement de subir le rôle qu'on leur a donné, de subir une vie qui ne leur correspond pas. Voilà, donc animatrice en atelier d'art créatif, art thérapie, formatrice en développement personnel, bien-être, santé mentale et depuis peu, comme je suis vraiment passionnée par les neurosciences et je parlerai de ça tout à l'heure parce que c'est ça qui a créé un déclic chez moi, je suis aussi actuellement en train de suivre une formation pour devenir thérapeute holistique basée sur les neurosciences pour faire en sorte que mes accompagnements soient encore plus percutants et beaucoup plus efficaces que ce que je peux proposer pour le moment. Voilà globalement pour mon parcours et ce que je propose actuellement. Ce parcours, en fait, c'est devenu vraiment une mission de vie pour toi parce que la transformation que tu apportes, c'est quelque part, c'est celle que tu as vécue toi-même. Tout à fait. Et en fait, concrètement, j'ai créé ce que je n'arrivais pas à trouver moi-même, tout simplement. J'entrerai dans les détails plus tard, mais en fait, cette mission de vie, elle a toujours été là. J'ai toujours aidé les gens, j'ai toujours accompagné les gens, j'ai toujours eu cette empathie ultra développée qui fait que je me suis toujours dirigée vers les gens qui souffraient. Tu vois, les gens qui étaient en difficulté, je me reconnaissais en eux, je me suis toujours attachée à ces personnes-là et dans tout mon entourage, dans tout mon parcours, j'ai toujours eu cette personnalité qui fait que j'étais toujours là pour accompagner, mettre en lumière d'autres personnes, quels que soient les métiers que j'ai pu faire, puisque j'ai commencé dans le secrétariat médical, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé en tant que journaliste, et là c'est pareil, puisque j'ai travaillé pour la télévision, pour la presse, mais mon but c'était de mettre en avant des personnes lambda qui devaient présenter leurs projets, qui devaient présenter leurs talents, en fait des gens qui n'étaient pas du tout dans la lumière, et moi je mettais leur savoir-faire en lumière, je les faisais connaître, tu vois, je les accompagnais vraiment pour qu'ils se fassent découvrir par d'autres personnes, par le plus grand nombre. Tu vois, donc même dans mon parcours, même dans des métiers différents, il y a toujours eu ce côté-là où il y avait l'entraide, la mise en lumière de quelqu'un, propulser quelqu'un à être lui et à se montrer. Donc ça a toujours été là, cette vocation. C'est juste qu'au départ, je le subissais, ça je prendrai le temps de le dire, je le subissais de la mauvaise manière, puisqu'en fait c'est moi que je détruisais pour pouvoir épauler d'autres personnes, pour pouvoir aider d'autres personnes à briller. Donc je faisais pas de la bonne manière. Et au fil du temps, par rapport à mon parcours, j'ai fini par avoir un déclic à ce moment-là pour dire, mais Cathy, tu as toujours fait ça, mais tu l'as pas fait de la bonne manière. Et surtout, t'as pas utilisé toutes tes forces, toutes tes compétences, t'as pas tout rassemblé pour trouver la manière unique
d'aider ces personnes-là. Et en fait, c'est fin d'année dernière, quand j'ai traversé un burn-out monumental, mais qui s'est transformé en dépression. Et en fait, je me rendais même pas compte, parce que j'étais tellement au taquet, tellement en train de m'obliger, tu vois, tellement à avancer malgré toutes les douleurs, toutes les difficultés, que quand je me suis retrouvée à terre, j'ai rencontré la bonne personne à ce moment-là. Et c'est cette personne-là, j'en parlerai plus tard, qui m'a créé un déclic de fou. Et je me suis dit, mais Cathy, c'est ça que tu veux faire. Tu as toujours voulu faire ça, sauf que tu es partie dans tous les sens. Mais le fait de partir dans tous les sens était la bonne chose aussi. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir tâté différents métiers, d'avoir exploré différentes facettes, d'avoir été artiste aussi, parce que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, ben fait que je me suis dit, comment tu peux regrouper tout ça pour pouvoir proposer une méthode, et c'est la méthode Créaline, qui va pouvoir aider les personnes qui vont se reconnaître en toi. Voilà, parce que comme je te dis, ce que j'ai créé, c'est ce que j'ai pas trouvé au moment où j'étais au fond du trou. J'ai testé les psychiatres, les psychologues et tout ce que tu veux, sophrologue, hypnothérapeute. Alors, je dis pas que ça fonctionne pas, mais mon problème, c'est que ça m'aidait sur des détails, pas en profondeur, ça revenait pas à la source de tout, tu vois. Et quand j'ai trouvé une thérapeute qui, elle, m'a montré comment revenir à la source de tout, j'ai fait OK, banco. Tu m'as sorti de là. Eh ben, ce que tu as fait pour moi, c'est exactement ce que je vais faire pour les autres, mais à ma manière. Et c'est comme ça que ma mission de vie s'est développée. Donc j'y travaille encore, parce que moi-même, ça me provoque beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, mais c'est vraiment ce que je veux apporter aux gens. C'est ce parcours de vie-là que j'ai eu, alors que je t'assure que quand je vais te raconter ça, j'étais une enfant très mal barrée. Je suis née dans les mauvaises conditions. Tout était aligné pour que je m'en sorte pas. J'étais vraiment condamnée dès le départ. Il y a des gens comme ça, ils sont nés sous une mauvaise étoile, où toute leur vie est difficile. Tu vois, tout est chaotique, tout est là pour que tu restes à terre et que tu n'aies aucune vie. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et malgré ça, j'ai eu une résilience incroyable. Et ça m'a permis d'être là devant toi aujourd'hui. Ça m'a permis justement, depuis janvier, de dire, OK, je sais maintenant ce qu'il faut faire. Et tout ce que j'ai enduré là, je vais le rendre utile et je vais pouvoir accompagner les personnes parce que j'ai enduré les mêmes choses. Je suis pas là en train de parler pour parler, c'est que je l'ai vécu aussi. Et ça, je pense que c'est ma plus grande force. Et c'est encore plus puissant que tous les diplômes, toutes les formations que j'ai pu faire qui sont un plus, qui m'apportent de la technicité, ok. Mais pour moi, ma vraie force, c'est que j'ai tellement enduré. Je me suis écroulée tellement de fois. J'étais tellement condamnée à jamais m'en sortir que le fait d'être là aujourd'hui, et je me sens plus forte que jamais, mais c'est exactement ce que je veux apporter aux autres femmes. Leur dire que ce n'est pas la fin. Même quand tu penses que c'est fini, ce n'est pas la fin. Au contraire, on va reprendre tout à zéro. Et tu vas voir que tu as beaucoup plus de force en toi que tu ne le penses. Ouais, c'est vraiment, comme tu le dis, un message d'espoir, très fort, et d'audace, comme tu me l'as dit également, et de transformation, et tu es vraiment la preuve aujourd'hui. Et c'est Je suis mon meilleur exemple, hein, c'est ce que j'aime dire, hein. Je veux dire, j'aurais beau parler de tout ce que tu veux, je suis mon meilleur exemple parce que tout ce que je dis, ben, je l'incarne au quotidien. Quand je dis qu'on peut rechuter, que ça peut être difficile, qu'on a des moments imprévus, c'est parce que je l'ai vécu. Tu vois, je parle toujours de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu autour de moi, de ce que j'ai pu percevoir chez les gens. Il y a rien qui est inventé, tu vois. Il y a rien qui est uniquement de la théorie. Tout ce que je dis, c'est de la pratique au quotidien que j'ai pu voir, constater, et c'est vraiment ça que je veux faire comprendre aux gens, et qu'on sorte justement de cette idée que le changement est facile, que ce qu'on veut atteindre est facile et que c'est fait en un déclic. C'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si tant que t'es pas prête à comprendre que le parcours peut être très dur, tu n'iras nulle part. c'est un chemin transformationnel qu'il faut, apprécier, et hem et reprendre le contrôle justement pour toutes ces personnes comme toi, bah, qui étaient au fond. À ces moments-là, tu as peut-être eu, des périodes de découragement, d'envie de tout abandonner. Mais totalement. Ah oui, mais j'ai même pensé mettre fin à mes jours à plusieurs reprises. Déjà quand j'étais ado, je reviendrai là-dessus, où je me dis: «Mais c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. En fait, si je me flingue, ce sera mieux», tu vois? Et aussi quand j'ai fait mon burn-out dépression, ce serait pas pour mes enfants, j'aurais pas tenu. Parce que je me dis: «Je subissais tellement ma vie, j'étais tellement prisonnière de beaucoup de choses que je me dis: "Je peux pas finir mes jours dans des conditions comme ça", que si je prenais la décision de tout stopper, je serais soulagée», tu vois? Je l'ai pas fait, heureusement, parce que déjà je tiens à mes enfants et malgré tout, je tiens à la vie parce que je suis consciente que la vie peut être très belle. Mais justement, c'est moi qui n'avais pas la bonne manière de voir, j'avais pas la bonne manière d'avancer et j'avais tellement appris à me détruire pour les autres que j'arrivais pas à fonctionner autrement. Et heureusement, j'ai pu ouvrir les yeux, apprendre à visualiser autrement, à voir la vie comme elle est. C'est pas comme un combat quotidien,
mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de trouver ta place, trouver qui tu es, trouver ta mission de vie, trouver ce qui te correspond, pas ce qu'on te dicte. Parce que oui, les réseaux sociaux, ils veulent te vendre des vies parfaites. Oui, si tu veux réussir, il faut que tu aies une villa de luxe, il faut que tu aies plein d'argent. Oui, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois belle. Bon, toutes ces choses superficielles-là, où tu te focalises tellement là-dessus, comme si c'était l'unique voie à suivre, mais c'est peut-être pas la tienne, tout simplement. Et le but, c'est ça, c'est de dire, OK, le but n'est pas que tu te cales sur ce qu'on te dicte, c'est ce que la société te demande, sur l'idée que tu te fais de la réussite. Le but, c'est de trouver ce que toi, tu veux, et ce que tu cherches pour ta vie. Et si c'est vivre au fin fond d'une cabane dans les bois, à peindre tes tableaux et puis vivre dans la simplicité, c'est une réussite. Et c'est ça que j'ai besoin de faire comprendre aux gens, parce que moi aussi, j'ai couru vers cette réussite que l'on voyait partout et qu'on nous ment, voilà, et qu'on nous vend, pardon. Voilà, et ça m'a bousillée, parce que forcément, voilà, c'est bien plus que ça et moi je le comprenais pas non plus. Moi, je me battais dans une réussite uniquement financière, uniquement d'apparence, uniquement, en fait tout ce qu'on nous vend, tu vois? J'étais tellement focalisée là-dessus que quand j'y arrivais pas, je pensais vraiment que j'étais dans un échec permanent, alors que ma place était simplement ailleurs. Alors je dis pas que l'argent n'est pas bien, parce que l'argent permet d'obtenir ce que l'on souhaite, mais il faut pas qu'on en devienne esclave, il faut pas que ce soit un unique objectif, il faut pas qu'on l'utilise à mauvais escient, tu vois? Et c'est là-dedans que j'étais aussi piégée très, très, très longtemps. Ça a été difficile de sortir de ces apparences-là et dans ce message de réussite que l'on nous diffuse constamment, et c'est peut-être pas ce que l'on souhaite pour nous-mêmes. Et ça, faut le trouver. Et tu as abordé, la place de l'art justement dans cette transformation. Comment l'art est arrivé dans ta vie en fait? À quel moment et dans quelles circonstances? Ah, rien que pour ça, faudrait 4 heures pour que je t'explique. Je t'avoue, je dis clairement les choses, l'art m'a sauvée. L'art réellement m'a sauvée. Déjà, je pense que dans ma famille, on a des âmes d'artistes. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, puisque ma sœur, elle est artiste peintre. Ma maman a toujours été passionnée d'art, même si elle n'a jamais pu appliquer. Mon père est musicien. Et voilà, si je remonte dans les lignées, il y a toujours eu des artistes. Bon, ça fait de nous un petit peu les moutons noirs de la famille aussi, mais l'art a toujours existé au sein de ma famille et ça, je l'ai appris sur le tard. Comment ça a commencé pour moi? Ben, de façon très simple, hein. Ma maman, allait m'acheter des livres. À l'époque, c'était la bibliothèque, parce que oui, j'ai 45 ans, je suis des années 80, et à l'époque, on avait des livres. Exactement, c'est exactement ça. Ah, la belle époque. J'ai la nostalgie très souvent. Exactement. Et donc, ma mère, elle m'achetait les livres de la bibliothèque verte et de la bibliothèque rose, tu sais, les Malheurs de Sophie, tout ça. J'étais passionnée par ces livres-là, mais j'aimais pas les fins. L'effet toujours rose bonbon, tout ça. Et je m'amusais, en fait, à chaque fois que je lisais un bouquin comme ça, je réécrivais la fin de l'histoire. Bon, ça pouvait être triste, plus joyeux, en tout cas, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Et je lisais les fins des histoires à ma mère. Et c'est comme ça que j'ai découvert la passion de l'écriture, parce que c'est comme ça que tout a commencé pour moi, puisque je suis devenue écrivain de fiction. Après, j'ai découvert Nadine Monfils, Stephen King, Diner Kunz, et ça me sortait de mon quotidien qui était difficile, tu vois, ça me plongeait dans des histoires et j'arrêtais pas d'écrire. Je réinventais en fait ma propre vie à travers ça. Et à l'école, quand on nous donnait des dissertations à faire, j'écrivais des dissertations de 20 pages, tu vois. J'arrêtais pas d'écrire sur des feuilles, sur des tables. Et l'art de l'écriture est venu à moi comme ça. Et pendant des années, je m'en suis pas souciée. Tu vois, j'écrivais comme ça, mais je ne pensais pas que j'avais un talent, une vocation, rien. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire des fanfictions, puisqu'à l'époque, je crois que j'avais 18-19 ans. À l'époque, on écrivait des fanfictions pour les artistes. Et mes fanfictions ont cartonné, parce que j'écrivais pas les mêmes choses que les autres. Tu vois, tout le monde était dans les amourettes avec les artistes, tout ça. Moi, j'étais vraiment déjà dans l'introspection, dans des personnages déjà très travaillés, et ça a marqué les esprits. Et j'ai écrit mon premier recueil de nouvelles. C'était Les Enfants de l'ombre, parce qu'à cette époque-là, j'étais dans beaucoup d'obscurité, des choses très tristes. Donc, j'écrivais des choses qui me correspondaient. C'était des choses très, 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 très violentes, très tristes. Et j'ai vu que j'avais un talent pour ça, parce que les gens qui me lisaient étaient chamboulés à chaque fois, tu vois. Sauf qu'à cette époque-là, comme je te dis, j'étais très dans tout ce qui est fantastique, horreur, drame psychologique, des choses très glauques, très violentes, parce que c'était le reflet de ma propre vie. Je prendrai le temps de revenir sur mon enfance, ce sera important, mais l'écriture est venue là. Et ça m'a libérée. Mine de rien, ça peut sembler surprendre que quand on écrit des choses tristes, violentes, on a l'impression que c'est toxique. Non.
pour moi, ça a été extrêmement libérateur parce que ça m'a permis d'exprimer toute cette rage, toute cette colère, toute cette perdition que j'avais. Ensuite, quand mes filles sont nées, j'ai continué à écrire, mais de façon très différente. Là, j'ai écrit pour les enfants des choses plus lumineuses. J'ai écrit ma première biographie. C'est devenu oui, plus lumineux, plus joli, plus sympathique. La violence que j'avais, en fait, comme je l'avais éliminée, j'avais plus envie de parler de ça. Je voulais aller vers la positivité. Ensuite, justement, quand je te parle de livres pour enfants, j'ai eu cette frustration qui est que, mince, les illustrateurs qui bossent sur mes livres, ils sont talentueux, mais j'aurais pas fait comme ça. Et je me suis dit, Cathy, au lieu de te plaindre, dessine toi-même. En autodidacte, totalement. Je ne savais même pas faire un rond, un trait. Mais le jour où j'ai décidé de dessiner, ça a cartonné. Voilà, j'ai tout de suite trouvé ma voie, j'ai trouvé mes petits personnages, tout ça. J'ai commencé à illustrer mes propres livres. J'ai même illustré pour d'autres artistes, pour d'autres auteurs. J'ai illustré des jeux de société, tout ça. Le dessin est arrivé à moi. Je me suis formée malgré tout au Centre d'art plastique visuel de Lille. Et ensuite, après le dessin, c'est la peinture qui est venue. Parce que je voulais quelque chose d'un peu plus mature, si tu veux, parce que l'illustration jeunesse me bloquait dans un monde enfantin. Et je voulais que ce monde enfantin-là aille plutôt vers quelque chose d'un peu plus mature, même si je gardais ce côté enfantin. Et la peinture m'a fait découvrir un autre monde, beaucoup de personnes. J'ai pu exposer, j'ai pu intégrer des collectifs d'artistes. Et la peinture, ça a été un révélateur aussi pour moi, parce que ça me permettait d'exprimer tout ce que je ressentais en un visuel. C'était différent de l'écriture. L'écriture, c'est tout un processus très long. Le tableau peut être long aussi, mais en un visuel, tu voyais tout de suite ce que je voulais dire. Et je sais que mes tableaux ont marqué beaucoup de gens. Les gens s'arrêtaient sur mes tableaux, ils réfléchissaient à ce que je voulais communiquer, à ce que je voulais dire. Et ça m'a vraiment créé beaucoup de déclics. Donc, tout ce parcours artistique-là, c'est ce qui m'a maintenu en vie aussi, parce que j'étais tellement passionnée, tellement déterminée, et je savais, j'ai compris que j'avais un talent pour ça, tu vois, que je me suis vraiment focalisée là-dessus. Ensuite, j'ai découvert le théâtre, et là, ça m'a permis de m'exprimer encore autrement. Donc, je suis même devenue animatrice d'ateliers théâtre pour permettre aux personnes d'utiliser ça pour aller mieux. Et enfin, j'arrive au bout de parcours. Comme j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en difficulté d'insertion, puisqu'en fait, comme je te l'ai dit, je suis animatrice d'ateliers d'art créatif au départ. Je travaillais beaucoup dans le monde du social, beaucoup dans le monde, dans le domaine de l'insertion. Donc, j'étais vraiment confrontée à un public en difficulté, hein, personnel, familial, professionnel, et ils utilisaient l'art pour avoir un mieux-être sur le moment. Mais moi, ça me frustrait. Ça commence à me frustrer parce que oui, quand tu peins un tableau, ça te fait du bien. Quand tu écris un livre, ça te fait du bien. Quand tu extériorises à travers l'art, ça te fait du bien. Mais une fois que tu rentres chez toi, ça recommence, tu vois. Et ça, j'avais besoin de trouver une solution. J'avais besoin de me dire, mince, je suis frustrée parce que ces gens-là vont tellement mal. Ces gens-là sont tellement dans la douleur que de me dire que je leur fais du bien ponctuellement, c'est pas suffisant. C'est là que j'ai découvert l'art-thérapie. Et là, ça m'a permis d'utiliser l'art réellement dans le domaine du développement personnel, du bien-être, pour utiliser l'art de façon plus approfondie, plus introspective, pour l'utiliser de manière différente. Le but, c'était pas là d'apprendre la technique, mais le but là, c'est qu'importe ton niveau, utilise l'art pour exprimer ce que tu as en toi et le faire sortir. Là, j'ai commencé à obtenir des résultats beaucoup plus concluants et je me dis, tu es sur une bonne voie là. Là, il y a quelque chose qui se passe. Mais les résultats étaient très longs, ça ne fonctionnait pas pour tout le monde et ça pouvait être sur la durée, ça pouvait prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, je le ressentais même pour moi-même. Et je me disais déjà à cette époque-là, j'ai besoin de quelque chose de plus pertinent. C'est-à-dire qu'au moment où tu le fais, tu sens déjà un changement. Ça te crée un déclic, ça te crée un uppercut. J'ai besoin de trouver quelque chose qui là, ça te met un coup au visage, mais un coup positif. Hein. Tu te remets en question tout de suite et quand tu sors de l'atelier, tu dis waouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça me remet en question. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. C'est ça que je cherchais. Je voulais quelque chose de plus puissant que l'art thérapie, et c'est là que j'ai découvert les neurosciences. Sur le moment, je m'en intéressais pas trop parce que les neurosciences, c'est très scientifique, tu vois, c'est beaucoup d'explications, beaucoup de théories, ça me semblait très lourd. À ce moment-là, je me suis dit, oh, c'est super intéressant, mais j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai mis de côté, mais j'ai quand même appris les neurosciences au fur et à mesure. Puis, quand j'ai eu mon burn-out, ma dépression, là, tout a pris sens. Là, tout a pris sens. Là, les neurosciences ont été un réel déclic. Est-ce que je te l'explique maintenant ou je prends le temps de revenir à mon parcours de vie? Parcours de vie et on reviendra après sur. On garde pour après. Je reviendrai là-dessus. Je perds pas le fil. Ok, on fait comme ça. On fait comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, là, on va faire un bond dans le temps
parce que je t'ai expliqué comment l'art m'a sauvée, effectivement, et je savais pas encore réellement comment utiliser tout ça. J'utilisais l'art que pour l'aspect créatif réellement, puis c'est devenu un peu plus vers le dev perso après. Et là, on va faire un bond dans le temps, vraiment sur qui je suis, mon parcours, parce que c'est ça réellement qui a tout changé. Je vais revenir à mon enfance. Et là, je dirais que j'avais tout s'était aligné pour que je m'en sorte pas. Je vais être très claire à ce sujet. Ma mère a décidé de m'avoir contre l'avis de toute sa famille et contre l'avis de mon propre père. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu un enfant avant moi, donc il y a eu ma sœur aînée d'abord, qui est née de notre père, donc ma demi-sœur. Et puis elle a eu un deuxième enfant, elle a fait une chute dans l'escalier et elle a perdu cet enfant. D'accord? Et cet enfant avait le même papa que moi. Elle n'a pas accepté, et je comprends, hein, elle a très très mal vécu les choses, donc elle a décidé d'avoir un autre enfant, moi, mais comme je te l'ai dit, elle était totalement pas soutenue par la famille. Pourquoi? Parce que ma mère a toujours eu de gros problèmes de santé mentale. Et c'était très violent puisqu'elle faisait des séjours en asile psychiatrique qui pouvaient durer des mois. À cette époque-là, on ne savait pas ce qui se passait. On a dit que peut-être qu'elle était bipolaire, peut-être qu'elle était schizophrène, et je t'avouerai que jusqu'à présent, on n'a jamais su mettre de diagnostic très clair. En tout cas, elle faisait des crises de paranoïa, des crises de violence, elle avait des hallucinations, elle pouvait être dans des folies, enfin, que je dis, dans des folies furieuses, dans des violences extrêmes, et puis dans des états de catatonie totale. C'est-à-dire qu'elle ne réagissait plus à rien, elle ne comprenait plus ce qui se passait. Et donc forcément, la famille a dit tu peux pas avoir un deuxième enfant dans cet état, tu pourras pas t'en occuper et même le papa n'en veut pas. Elle s'est obstinée, elle m'a eu quand même. Forcément, elle a dû m'éduquer toute seule, voilà, en tant que maman solo. Et tu imagines bien qu'un bébé qui naît dans ces conditions, avec une maman qui a une santé mentale qui vacille, c'est-à-dire qu'elle faisait des séjours en asile psychiatrique 3 à 4 fois par an, moi j'étais très mal barrée dans cette situation. En plus, je suis née en HLM. Alors, je n'ai rien contre les HLM, attention, d'accord, on peut y vivre très très bien, d'accord, mais moi je viens de Martinique, hein, j'ai oublié de le préciser, je viens de Martinique, j'y ai vécu 19 ans à peu près. Dans mon HLM, j'étais aussi confrontée à beaucoup de violences, hein, de violences conjugales, de violences entre gangs, de violences, en tout cas beaucoup de violences quotidiennes. Et puis quand tu es en HLM, c'est difficile d'avoir une vie personnelle, une vie intime, parce qu'à cette époque-là, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe pour tout le monde, tu vois. C'était des HLM de 19 étages, 2 grands immeubles. Enfin, il y a des avantages à vivre en communauté, il y a des inconvénients. Et donc, je suis née un petit peu dans tout ça. Et j'ai très vite compris que j'aurais pas d'enfance parce que ma mère n'était pas capable de s'occuper de moi, tout simplement. Je veux dire, qu'importe la volonté qu'elle voulait y mettre, ses problèmes mentaux l'empêchaient de m'éduquer, de me donner un chemin à suivre, de m'épauler. J'ai vite compris que c'était à moi de m'en occuper, très vite. Donc, je devais gérer ces crises, je devais gérer ces difficultés, je me retrouvais toute seule à chaque fois qu'elle allait en asile psychiatrique. Et moi, j'étais complètement perdue là-dedans parce que j'ai vite compris que ma seule vocation et la seule raison pour laquelle j'étais née, c'était pour m'occuper de ma mère. Mon rôle était d'être sa compagne. Voilà, c'est sa garde malade, si tu veux. La personne qui allait l'accompagner au quotidien. La personne qui devait rester avec elle tout le long de sa vie. Et donc, moi, en tant qu'individu, j'existais pas. C'est-à-dire que je réussisse à l'école ou pas, tout le monde s'en fichait. Ça n'a aucun intérêt. Pas de rêve, pas d'avenir, pas d'espoir, parce que ton rôle, et de t'occuper de ta mère pour pas que les autres aient à le faire, tu vois. Et moi, j'étais condamnée à ne faire que ça. Donc, c'était aussi difficile pour moi d'être une enfant, d'être une adolescente, parce que je devais cacher ma situation. Tu sais, on a honte, hein, on va pas se mentir. Quand tu es dans une situation comme ça, tu te sens hors des normes, tu te sens différente des autres, et en fait, tu uses une énergie colossale pour ne pas que les gens comprennent ce que tu vis, pour ne pas que les gens se rendent compte que ta mère ne peut pas s'occuper de toi. Parce que ma hantise à cette époque, c'était qu'on m'envoie, enfin, je veux dire orphelinat, mais tu m'as compris. En tout cas, c'est qu'on me retire de ma mère et qu'on me place ailleurs, parce que ma mère, je l'aimais quand même de tout mon cœur. Et j'avais la hantise que quelqu'un découvre réellement ce qui se passe, contacte une assistante sociale, et ma vie aurait été détruite. Donc j'ai utilisé combien d'énergie et de mensonges au quotidien pour pouvoir planquer ma situation. Donc moi, j'avais pas le temps de vivre pour moi-même, tu vois. Et les choses ont commencé à se dégrader parce qu'il y a une période où elle retombait malade tout le temps. Parce qu'on avait des périodes d'accalmie où j'avais l'impression qu'on était à peu près une famille, si tu veux. Et puis il y a des périodes où ça empirait, où elle venait de plus en plus violente, je me faisais frapper, voilà, je devais l'empêcher de sauter par le balcon, elle se mettait à hurler, elle faisait des accidents de voiture, elle achetait un tas de choses comme ça qu'elle pouvait pas payer, donc j'avais des huissiers devant la porte, alors que j'étais qu'une adolescente, tu vois. C'est devenu catastrophique pour moi. Je me dis, j'arrive plus.
J'arrive plus à m'en sortir et je commence à avoir une colère monumentale en moi parce que je me sentais abandonnée par ma famille, tu vois? J'ai l'impression que personne ne se souciait de ce que j'endurais et que, ils disaient juste: «Nous, tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas ce problème-là, qu'elle se débrouille», tu vois? Et en parallèle de ça, ma mère, forcément, elle se mettait en difficulté avec les autres, tu vois? Elle avait coupé les ponts avec sa propre famille, donc ça me faisait couper les ponts aussi. Donc dans ce marasme-là, j'ai eu une rébellion à 19 ans. Je me suis dit: «Soit je meurs dans cette histoire, c'est-à-dire que je meurs, c'est-à-dire que je suis condamnée à rester là et à ne rien faire de ma vie et je suis condamnée à m'en occuper et je suis foutue, soit je m'enfuis». Je me suis enfuie à 19 ans. Je suis partie en France métropolitaine. J'ai pris l'avion et c'est la pire décision de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remplacé un problème par un autre. En fait, je suis partie en France pour rejoindre un homme avec qui je discutais par internet et qui me semblait la solution à tous mes problèmes. Sauf que malheureusement pour moi, tu changes de pays, tu connais personne. Tu débarques, mais c'est un inconnu. En vérité, c'est pas parce que tu parles à quelqu'un sur internet que tu le connais. Et je suis tombée dans une relation ultra violente, et j'étais piégée dans cette situation puisque j'avais tout quitté. Donc voilà, je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement toxique, manipulateur, et comme moi, j'avais pas appris à vivre, j'avais pas appris à savoir qui je suis, j'ai été bloquée dans cette situation pendant 1 an. Et en fait, à un moment donné, j'ai cru mourir, c'est-à-dire qu'il me frappait tellement fort, il était tellement violent, il me cognait la tête contre les murs, enfin, il y avait toujours une excuse pour me frapper, qu'à un moment donné, je me suis évanouie et quand je suis sortie de ça, j'ai fait: «OK Cathy, si tu restes, tu vas mourir». Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu retournes chez toi, tu replonges dans autre chose encore. Qu'est-ce que tu fais? Et au final, c'est le grand-père, de mon conjoint à l'époque qui m'a dit: «Écoute, je te fais prendre l'avion, je te fais rentrer chez toi parce que si tu restes là, tu vas mourir». Donc il m'a fait rentrer chez moi et j'ai replongé dans la même catastrophe. Je me suis retrouvée dans la même situation avec ma mère, à nouveau piégée dans tout ça. Donc pareil, je jonglais entre la relation toxique avec ma mère, les relations toxiques avec les hommes parce que je cherchais désespérément un homme pour me sortir de tout ça, tu vois? Parce que je ne pensais pas capable de sortir de ça par moi-même, tu vois? Et forcément, quand tu es vulnérable, qu'on peut te manipuler facilement, que tu es dans le dévouement total pour tout le monde, les gens en profitent. Donc j'étais dans cette catastrophe-là en permanence. Heureusement pour moi, au bout de quelques années, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, avec qui j'ai pu avoir 2 enfants, une relation beaucoup plus saine, et je remercie la vie pour ça. Mais j'étais dans la dépendance quand même. C'est-à-dire que ma vie était calquée sur la sienne, j'étais son ombre, j'étais sa copie, je faisais tout ce qu'il voulait que je fasse, même s'il me soutenait dans mes projets, hein, là-dessus c'est important, mais ma vie entière dépendait de lui, tu vois? Et c'est là que je me suis dit au bout d'un moment: «Mais Cathy, il faut que tu vives pour toi-même». Alors oui, ça peut sembler fou de divorcer d'un homme avec qui on s'entend très bien, qui est son meilleur ami, qui a toujours été un soutien, mais moi j'avais besoin de découvrir qui j'étais et là je suis rentrée dans une autre phase de ma vie catastrophique. Pourquoi? J'ai jamais appris à être indépendante. Toute ma vie, je me suis contentée de m'occuper des autres, que ce soit de ma mère, que ce soit de mes compagnons, que ce soit de mes enfants, ma vie était dédiée aux autres. Donc quand tu te retrouves confrontée à toi-même, tu te rends compte que tu as quasiment pas fait d'études, en tout cas pas suffisamment pour faire quelque chose, que tu as jamais appris à gérer ton quotidien, tu as jamais appris à gérer ta propre vie, c'est une carnage. J'ai été perdue, j'étais complètement, j'arrivais même plus à traverser la rue toute seule, parce que je vivais tellement pour les autres que même me déplacer, je le faisais avec quelqu'un. Donc là, j'ai dû tout réapprendre à zéro, toute seule, et n'oubliez pas que j'ai jamais eu d'éducation. Il n'y a pas eu d'éducation parentale, rien. Donc j'ai dû me battre toute seule pour tout reconstruire, pour trouver qui j'étais. Et c'est là que l'art a été ultra important, parce que c'est ça qui m'a maintenue, qui m'a permis de prendre le temps de découvrir qui j'étais. J'ai cumulé quand même beaucoup d'erreurs, parce qu'encore une fois, quand tu sais pas qui tu es, tu continues de subir. Donc j'ai pris des boulots salariés qui n'étaient vraiment pas bons pour moi. Je me suis retrouvée pareil dans des environnements toxiques parce que j'allais là où on me disait d'aller, hein. On me dit: «Ben écoute, va travailler au SAMU, va travailler en tant que secrétaire, va travailler dans les écoles». Moi, je faisais ce qu'on me disait parce que j'arrivais pas à avoir ma propre personnalité et à m'imposer ou quoi que ce soit. Donc j'ai subi énormément de toxicité dans le cadre du travail puisqu'on les gens repèrent quand tu es fragile, quand on peut te demander tout et n'importe quoi, quand on peut t'imposer toutes sortes de choses que tu as pas envie de faire parce que tu as jamais appris à dire non. Donc Et on sait pas poser de limites et on voilà, j'en avais aucune limite. Ce qui me piégeait encore plus, c'est que j'étais talentueuse, j'étais efficace, je faisais mon boulot très vite, je comprenais les choses très vite, donc on me donnait toujours plus,
tu vois, sans augmentation de salaire ni rien, on m'imposait juste toujours plus. Au point que souvent, je me retrouvais sous-directrice, mais j'étais la personne la moins payée de toute la boîte. Parce que j'osais rien dire, tu vois. Tout ce que tu me demandes de faire, je le fais. Tu m'en rajoutes, je le fais, je me tais. Et j'étais bloquée là-dedans. Et je me détruisais à petit feu. Mon burn-out a commencé là. Et je me rendais pas compte. Et je vivais tout ça très mal, en silence. Et en fait, j'étais en train de mourir à petit feu sans m'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'un matin, et ça m'est arrivé en septembre de l'année dernière, mais mon burn-out était déjà en train d'être déjà bien présent. C'est juste moi qui étais dans le déni. Je voulais pas le voir, tu vois. J'endurais juste en silence. Oui, oui, et puis c'est un cumul qui peut-être dure depuis l'enfance, que tu as cumulé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, je ne fais qu'intérioriser tout ce que j'ai enduré. En fait, j'étais en mode survie. Je me questionne pas parce que mon but, c'est de survivre quoi qu'il arrive, rester en vie et faire ce que je peux pour tenir bon. Donc, en fait, je ne me posais pas de questions sur moi-même, ni sur mon mal-être, ni rien, tu vois? Et Mhm. Oui, c'est totalement ça. Ce mode survie, c'est une fuite en avant, en fait, jusque au moment où le corps finit par lâcher. exactement. Et mon corps a lâché un matin. J'arrivais à un énième boulot où j'étais animatrice dans une école où on était en sous-effectif. Enfin, c'était des conditions de travail catastrophiques. J'arrive devant la barrière le matin et je m'effondre. Je me mets à pleurer et je me dis, je peux plus continuer. À ce moment-là, j'ai cru que c'était mon boulot seulement, mais en fait non. Quand j'ai dit que je peux plus continuer, c'était pas juste ce boulot-là, c'est tout ce que j'avais enduré depuis 44 ans et je me dis là, j'y arrive juste plus. Le mode survie ne fonctionnait plus. Là, mon corps m'a dit stop. Là, tu vas plus rien faire. 44 ans. C'est long. 44 ans, 44 ans, c'est énorme à supporter pour le corps, pour le mental, pour la psychologie, c'est énorme. Et là, mon corps m'a dit, écoute, là, faut que tu t'arrêtes. Là, tu peux juste plus rien faire. Et là, mon burn-out a été monstrueux. Tout s'est écroulé. Tu vois, ça a été une catastrophe. Et c'est là que j'ai consulté toutes sortes de personnes parce que mon but était de survivre, mon but était de rester en vie, de rester là pour mes enfants, tu vois. Donc, j'ai tout tenté. Les psychologues, même psychiatres, hein, parce qu'ils se sont demandé ce qu'il ne fallait pas des antidépresseurs, tu vois. J'ai suivi qu'on appelle ça, des séances de sophrologie, hypnothérapie, j'ai même fait médium, tarot, enfin, tout ce qui peut exister. Alors oui, chaque petite chose me faisait du bien, mais ça ne me sortait pas de ma situation. Ça traite finalement que le symptôme, hein, toutes ces solutions-là, malheureusement. Exact, ça traitait les symptômes, mais je sentais que le problème était beaucoup plus profond que ça, et eux traitaient qu'en surface. Et en surface, c'était pas suffisant. Tu vois, ça ne m'aidait en rien, et je me sentais encore plus inutile. J'avais l'impression que j'étais fichue, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui a commencé à m'aider, c'est quand je suis allée à l'association Les Burnettes, qui accompagne les femmes victimes de burn-out, parce que c'est là que j'ai compris comment le burn-out fonctionnait. Rien que de comprendre comment le burn-out fonctionne et comment ça a pu devenir une dépression, ça m'a déjà déculpabilisée. Parce que moi, je pensais que tout était de ma faute, que c'est moi qui fais pas ce qu'il faut et que je mérite tout ce qui m'arrive. Donc déjà, ça m'a déculpabilisée, mais c'était pas suffisant. Et là, totalement par hasard, et je remercie l'algorithme Facebook, il y avait une thérapeute holistique qui, je pense, se basait sur les neurosciences, qui a fait un post dans un groupe Facebook et qui a dit: je recherche des personnes pour m'aider à valider mon diplôme. Voilà, parce qu'elle voulait devenir thérapeute dans le domaine des neurosciences. Et le but, c'est de vous accompagner en visio sur vos problématiques et de voir comment je peux vous aider. Et en fait, ces visios-là lui permettaient de valider son diplôme de thérapeute. Moi, j'avais plus rien à perdre. J'ai vu son message, j'ai fait: écoute, au point où t'en es, vas-y. Et puis quand elle a dit neurosciences, ça m'a parlé, parce que comme je te disais, je m'y intéressais déjà, mais c'était encore très flou, je n'arrivais pas encore à utiliser ça à bon escient. Pour la chronologie, c'était en quelle année? Ah oui, excuse-moi. Alors ça, c'était en octobre 2024. Tu vois, c'est récent, hein. Comme je te dis, qu'un déclic peut aller très vite. Donc, je lui ai parlé en visio, et cette femme, au départ, m'a énervée. Elle m'a mis en colère parce qu'elle m'a balancé au visage tout ce que j'avais besoin d'entendre, et ça a été d'une violence monumentale. J'ai cru que j'allais plus jamais lui adresser la parole parce que dès le départ, elle m'a dit: OK, tu te plains que rien ne va parce que les gens sont méchants, les gens t'ont fait du mal, j'entends. Mais quelle est ta part de responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait? Et là, ça m'a bousillée. Je me dis: mais elle se moque de moi ou quoi? Attends, je suis victime de la société, je suis victime de la vie, je suis victime des gens, et elle me dit que je suis responsable de tout ça. Mais j'étais dans une colère monstrueuse, j'ai cru que j'allais l'insulter.
ça m'a pris un temps fou pour essayer de comprendre ce qu'elle essayait de me dire. Et elle a insisté, tu sais, m'a questionné à chaque fois sur qu'est-ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Et même sur un exemple très simple, tu me dis que tu peux pas faire telle formation parce qu'on veut pas les instituts ne veulent pas te financer. Mais pourquoi ça t'arrête? Pourquoi ça te bloque? Pourquoi ça te donne une excuse pour ne jamais rien faire? Et là, je me dis, waouh, attends. Là, j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais j'avoue que je suis dans la négativité tout le temps parce que j'agis en victime constamment, en fait. Je me contente de me dire que s'il n'y a rien qui fonctionne, c'est parce que le monde est méchant. Ok, mais qu'est-ce que toi t'as fait pour changer ça? Rien. T'as accepté en silence, t'as subi, t'as rampé, et tu t'es comporté comme la nana qui méritait tout ce qu'on lui faisait. Et c'est là que ça m'a créé un déclic monumental, et c'est là qu'elle m'a donné des méthodes pour reprogrammer mon fonctionnement, agir différemment, et c'est allé hyper vite. Et ça a été tellement fulgurant comme une fusée, j'ai fait, écoute, tu sais quoi? Tu m'as sauvé. Tu m'as sorti de là en 4 visios. En 4 visios, elle m'a sorti du burn-out, de la dépression, mais surtout, elle m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais fait jusqu'alors n'a jamais été vain, mais je l'utilise pas de la bonne manière. Elle t'a permis de reprendre ton pouvoir, en fait. Exactement. Et ça a été waouh! Je me suis dit, mais Cathy, tu te rends pas compte? Quand les gens te disent que tu es instable, que oui, tu fais trop de choses en même temps, que tu es polyvalente, multifacette, ouais, mais t'es pas cadré, tous tes trucs-là, on voit pas où ça mène. Mais en fait, si. Tout ça était utile, mais je le voyais pas. Tu vois, j'arrivais pas à utiliser mes talents, toutes ces choses-là, tout ce cheminement-là qui était utile, je ne savais pas quoi en faire. Tu vois, je ne faisais que subir, et j'étais talentueuse pour rien. Tu vois, et c'est là que ça a été très vite. J'ai fait, OK, là, les neurosciences, faut que je m'en soucie. Là, je me suis formée comme une folle. Parce que j'étais passionnée, j'étais à fond, j'étais dans toutes les masterclass, dans toutes les formations, mais je cherchais encore la méthode qui allait me correspondre. C'est là que j'ai découvert l'Institut ITIR. Je remercie Gennaro, hein, j'ai suivi ses masterclass à fond. Et là, ce dont il parlait, c'est exactement ce que la thérapeute avait fait avec moi, en fait. Tu vois? Et c'est là que je suis devenue élève de cette formation, la formation ITIR. Donc, je souhaite devenir thérapeute aussi. Et je me suis dit, OK, Cathy, tu tiens quelque chose là, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que tout ton parcours ait un sens? Parce qu'être thérapeute pour être thérapeute, ça fait partie d'une facette, mais ce n'est pas totalement moi, tu vois? Parce que je suis animatrice, je suis formatrice et l'art reste hyper important pour moi. Et c'est là que j'ai pris le temps de créer cette formation, la méthode Créaligne. C'est là que je l'ai mis en place et je me suis dit, OK, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a aidé? C'est de t'exprimer par le biais de l'art, par le biais de l'écriture, extérioriser tout ça, mettre sur tes mots ton mal-être, ok? C'est à travers la peinture, tu as pu mettre en visuel ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc, dès que tu regardes tes tableaux, tes œuvres, tes dessins, ça te parle tout de suite, ça te rappelle, ça te percute, ok? Le théâtre permet de te mettre dans un rôle, la personne que tu veux devenir, pour t'entraîner là-dessus, pour t'exprimer là-dessus. Comment tu peux utiliser tout ça sur un parcours clair, précis, efficace, rapide pour aider les autres femmes. Et c'est là que j'ai mis en place la méthode Créaline en janvier 2024, où effectivement, j'ai mis en place 6 modules de formation au départ. Chaque module te donne une thématique précise, une introspection sur toi-même, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, réfléchis aux raisons, tu vois. La deuxième étape, c'est maintenant que tu sais ce qui va ou ce qui ne va pas, comment tu peux appliquer tout ça pour aller vers un chemin qui te corresponde mieux. En fait, c'est ça. J'ai vraiment mis en place une méthode pratique où chaque module, chaque thème amène un changement en toi. Et à côté de ça, j'accompagne par le biais d'ateliers thématiques, par le biais d'un accompagnement en coaching one-to-one ou en collectif, parce que je suis consciente que ça suffira peut-être pas. Et ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Tout dépend du degré ou de tes difficultés. Par exemple, moi, j'ai vraiment sombré. J'ai sombré totalement parce que, comme je te l'expliquais, c'est ma vie de famille qui allait pas, c'est mon enfance qui allait pas. J'avais un paquet de traumas, de peurs, de blocages en pagaille. C'est sûr que pour quelqu'un comme moi, juste travailler ce soir, ça va pas suffire. Il y aura des rechutes, il y aura des galères, il y aura des mauvaises décisions. Et mon but, c'est justement de dire cette vérité-là aux gens. C'est pas parce que tu décides de changer que tu vas changer. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu planifies des to-do list, que tu appliques ceci, cela, que ça va fonctionner. Non. Il faut un réel processus et il faut que tu acceptes qu'il y ait des rechutes. Il faut que tu acceptes que tu prennes des décisions qui soient pas la bonne. Et pire, il faut que tu acceptes qu'il y ait un chaos total dans ta vie. Parce que c'est ce que j'ai traversé. En janvier, quand j'ai décidé de mettre en place cette formation, j'ai appliqué aussi les changements en moi. J'ai suivi le processus et tout ça.
et je me suis pris une rafale destructrice, mais qui était nécessaire. Pourquoi? J'ai été en couple depuis presque un an, un couple où ça se passait bien, mais j'étais encore dans le sacrifice, tu vois? J'étais encore dans: «Il faut que tu fasses ça pour la personne, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu correspondes à ce qu'il veut, il faut que tu fasses ce qu'il dit si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu te mettes à son même niveau, il faut que tu réfléchisses comme lui». Bref, ça commençait à m'asphyxier. C'était une bonne personne, mais ça m'asphyxiait. Quand j'ai commencé à changer, j'ai rompu. J'ai démissionné du boulot que j'avais. Je me suis perdue à nouveau parce que en fait, il y avait une espèce d'effondrement qui s'est passé dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se cassaient la figure, des objectifs que j'arrivais pas à mettre en place parce que j'étais toujours pas alignée, en fait. Je faisais toujours pas ce qu'il fallait et il fallait que des choses soient détruites pour être reconstruites. Et il y a une métaphore que j'aime beaucoup et qui est tellement vraie. Tu auras beau embellir ta maison, tu auras beau la décorer, la repeindre, si elle est construite sous des fondations merdiques, pas stables, pas solides, il y a rien qui va se faire. Tu auras beau l'embellir et tout ce que tu veux, elle s'écroulera tôt ou tard. Ben, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que malgré tout ce que toute la bonne volonté, toutes mes idées, tous mes talents et tout ce que tu veux, il fallait que ça se détruise d'abord. Il fallait que je m'écroule. Il fallait que beaucoup de choses s'effondrent pour revenir à moi-même, pour revenir à la base et pour me recentrer et pour dire, OK, maintenant que tu es revenu à zéro et que c'est le carnage, c'est la galère, maintenant qu'il faut remonter, il faut que tu remontes de la bonne manière. Et cette fois, il faut que tu agisses selon ce que toi tu veux et pas ce que les autres te demandent, t'imposent ou ce que la vie t'incite à faire. Et ça peut être extrêmement dur et c'est ça que les gens ne veulent pas affronter. Ils préfèrent être dans le déni ou de prendre des méthodes faciles au lieu de travailler la fondation en elle-même et accepter que peut-être tu vas devoir passer par l'effondrement, tout reconstruire et renoncer à tout ce que tu as. Parce que si tout ce que tu as est mais ne te convient pas, il faut oser détruire. Et ça, les gens veulent pas l'entendre. Et c'est ça. Exactement, exactement. C'est, cette phase de chaos qui fait peur et la majorité préfère rester prisonnier de cette petite, zone de sécurité que d'oser aller dans ce chaos pour faire sortir quelque chose, de plus grand et malheureusement, c'est ce qui paralyse, la majorité. C'est ça. Et c'est pour ça que je bataille énormément. Et les réseaux sociaux sont aussi un piège illusoire parce que forcément, quand on a d'autres qui te disent, voilà, ben, je vais t'aider, allez, en une semaine, en 2 semaines, je sais pas, allez, je vais changer ta vie comme ça, ou aller en 24 heures, 48 heures, moi, ça m'exaspère. Parce que je suis consciente que réellement, quand ta problématique est très lourde, tes peurs, tes blocages sont liés à ton enfance, ton adolescence et tout ce que tu veux. En tout cas, c'est très ancré et que tu as vraiment des habitudes et des comportements qui te mettent dans le mal, ça peut pas se passer en 24-48 heures. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles au fond des choses. Il faut que tu affrontes beaucoup de choses, des choses qui peuvent être très douloureuses, qui peuvent faire très mal. Il faut peut-être même que tu prennes des décisions qui vont te mettre dans une situation difficile sur le moment. Tout ça prend du temps. Et les gens ne veulent pas prendre le temps. Ils veulent tout tout de suite, sauf que le tout tout de suite te piège dans encore autre chose, dans des désillusions pas possibles. Et c'est là que tu restes coincé et tu préfères rester dans la sécurité, dans le confort ou dans une vie qui te convient pas. Parce que bon, au moins, écoute, au moins, je suis là et ça passe. Oui, mais tu es pas là pour que ça passe. Tu es pas là pour que bon, écoute, mon loyer, il est payé, mes factures sont payées, bon, OK, mon mari, ça va pas, mais bon, il s'occupe de moi. Non, le but, c'est que tu aies réellement la vie que tu mérites, la vie que tu veux, que tu souhaites avoir, la vie qui te ressemble et pour ça, s'il faut tout détruire, détruis. S'il faut que tu redis-moi? Et tu as prouvé que c'est un processus qui est long. Ta mission de vie, qui est toujours en cours puisque ça dure toute la vie justement, ça a été un processus long et que cette mission de vie finalement tu es pas allé la chercher, tu l'as pas trouvée, mais vous vous êtes, rencontrés. C'est elle qui t'a cherché quelque part. Tout à fait, tout à fait. Comme je dis, le cheminement a toujours été là parce que comme je te l'ai dit au début, effectivement, j'aurais dû en parler aussi, mais je pense que tu l'as compris. Je te l'ai dit, le fait d'aider les autres, ça a toujours été là. Depuis l'enfance, cette notion d'accompagnement, d'aide a toujours existé, sauf que, comme je te l'ai dit, je me sacrifiais pour pouvoir aider les autres. C'est-à-dire que c'est moi que je détruisais pour permettre aux gens d'aller bien, pour avoir une belle vie. Je faisais tout pour eux, pour que ça se passe comme il fallait. Et même pour mes enfants, hein, j'étais toujours dans le sacrifice qui est: «Je dois me détruire pour qu'elles aient la vie qu'elles méritent». Tu as été res tu été responsabilisé très tôt en fait, très jeune, déjà avec ta maman.
Donc tu pas eu une enfance, quelque part aussi, d'enfant? Tout à fait et c'est pour ça justement que mon âme d'enfant, je veux dire que, si tu observes un petit peu mon art, mes écrits, c'est l'enfance que j'ai jamais eue se manifeste là. Par exemple, quand j'écris des livres, mes personnages sont toujours des enfants. Quand je dessine, quand je peins, ce sont toujours des enfants et même quand je dessine des femmes, il y a ce côté très enfantin qui ressort parce que justement, comme j'ai pas eu d'enfance, j'essaie de récupérer cette part de moi-même à travers mon art, tu vois? Et effectivement, je me suis dit cette notion d'aide a toujours été là, sauf que ce qu'on me racontait pour aider les autres, que oui, il faut que tu te sacrifies, oui, ton rôle, c'est d'être là pour les autres points. Je me suis dit: «Écoute, c'est là que le mensonge se trouve. Tu peux aider les autres en continuant à grandir, en continuant à t'occuper de toi-même, utilisant ton parcours pour aider les autres, mais aider les autres, ça signifie pas que tu dois te détruire toi-même». C'est cette notion-là qu'il fallait que je comprenne et c'est pour ça que je suis revenue à cette notion d'aide, d'accompagnement qui a toujours été là, mais de façon plus pertinente, plus bienveillante envers moi-même et plus efficace, pertinente envers les autres. C'est-à-dire qu'on avance ensemble, je change aussi, je me transforme aussi, j'avance aussi, j'ai des rechutes aussi, j'ai des galères aussi, mais on va s'entraider. Je vais t'accompagner aussi, mais le but, c'est pas que ce que tu vas me raconter va me détruire. Je suis pas là pour me détruire, pour t'aider. Je suis là pour qu'on avance ensemble, qu'on progresse ensemble et tout ce que j'ai vécu puisse te servir aussi. Et tout ce que j'ai pu acquérir dans mon parcours, mes formations, puisse te servir aussi. Donc c'est vraiment faire très attention à ça. C'est OK, tu es faite pour aider, mais attention, ne retombe pas dans ce mensonge qui est qu'il faut que tu détruises pour ça. Au contraire, ce qui t'a détruit doit devenir ton booster, ton moteur désormais et doit devenir utile. Et ça devienne ta force désormais. C'est ça. C'est plus là pour te détruire, mais que ça devienne une force et la chose qui va te différencier et celle qui va te rendre authentique et va t'amener réellement à être efficace et pertinente pour les autres. C'est ça. C'est vraiment ce que je souhaite faire ressentir avant tout parce que vraiment, je côtoie beaucoup trop de femmes qui se sentent esclaves de leur vie, que ce soit par leur éducation, par rapport au rôle qu'on leur a attribué. Du sacrifice au et tu l'as fait inconsciemment aux 2 besoins d'ordre, spirituel, métaphysique qui sont, bah, se développer malgré toutes les difficultés que tu as pu traverser, tu t'es développé et ensuite tu as passé à la phase contribution aux autres. C'est le deuxième besoin, d'ordre spirituel, métaphysique parce que c'est les 2 besoins qui nous dépassent, qui sont, d'ordre, métaphysique. C'est d'ailleurs, c'est le terme, c'est au-dessus de l'univers matériel physique en 3 dimensions dans lequel on vit et c'est ces 2 besoins-là, qui portent une mission de vie et qui, indirectement, font tomber les 4 autres besoins que tout humain a sur sa terre, qui sont d'être aimé, de se sentir signifiant, d'être dans l'incertitude, d'avoir de la variété dans sa vie à travers les expériences, les rencontres, les voyages, etc., etc. Et le besoin aussi de certitude. Et le premier besoin de certitude de tout humain, c'est ne pas souffrir pour aller vers la, le plaisir, la satisfaction, l'accomplissement de soi. Et c'est ce que tu réalises à travers cette mission de vie. Et c'est à la portée de tout le monde. En fait, tout le monde peut accomplir sa mission de vie. Par rapport à ce qu'on leur impose et elles se sentent prisonnières de tout ça en se disant: «Mais de toute façon, je pourrai jamais en sortir, je suis condamnée» et surtout Et qui sont en plus souvent dans la culpabilité de ne jamais en faire assez. exactement et ça devient un cercle vicieux, une vie pesante et quand tu leur demandes: «Mais qu'est-ce que tu veux faire pour toi-même?» elles ne savent même pas parce qu'elles se sont jamais posé la question. Elles sont juste là, justement dans cette espèce de mode survie de: «Il faut, il faut, il faut, il faut». Oui, mais c'est pas «il faut». Qu'est-ce que toi tu veux pour toi-même? Quelle vie tu veux avoir? Et là, elles sont dans un flou monumental et je me reconnais dans tout ça parce qu'on t'a jamais permis de te questionner. Tu n'as jamais pu te poser pour savoir ce que tu veux et tu as jamais osé te rebeller, tu as jamais osé dire non, tu as jamais voulu te remettre en question. Tu es là dans un schéma dans lequel on t'a bloqué et ça te crée une espèce de confort qui est ultra toxique, mais tu sais simplement comment sortir. Dans ce mode survie, on est dans le brouillard très souvent parce que mentalement, on est justement dans soit la fuite, soit le combat, ou soit complètement être figé, immobilisé. Ça peut durer à vie, je te l'ai dit, j'ai le flou, je l'ai enduré 44 ans. Est-ce que tu te rends compte que 44 ans dans une vie, c'est énorme? Eh oui, c'est ça et c'est pour te dire à quel point tu peux rester dans le flou toute ta vie et jamais en sortir et il te faut parfois un courage monumental pour dire: «OK, stop, j'en peux plus».
Il faut que je sorte de cette brume et un déclic. C'est ça. Et un déclic et un déclic comme toi, tu l'as eu justement, le fameux déclic qu'on a évoqué tout à l'heure au début de l'épisode, qu'avec cette thérapeute, de neurosciences qui t'a permis d'avoir ce déclic, de te responsabiliser. C'est ça le fameux déclic qu'on devait évoquer à la fin, de te responsabiliser. Ça t'a fait mal sur le coup, ça t'a fait mal sur le coup, parce que se responsabiliser, c'est passer de victime à responsable de son destin, c'est un shift énorme au niveau mental. Ah, c'est rien que cette phrase, elle est ultra violente, on se rend pas compte parce que quand tu agis en victime toute ta vie, c'est un confort. À partir du moment où tu dis que rien n'est de ta faute, que c'est les gens qui sont méchants, la société est mal faite, que tu as aucune chance de t'en sortir, que tu es pas né sous la bonne étoile, que tu es condamné, tu te déresponsabilises de tout. Tu endures parce que c'est pas de ta faute. Voilà, tu es victime, point. Et tu continues d'agir en victime parce que de toute façon, tu es déjà conditionné à te dire que tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Voilà. C'est tout. C'est comme ça et c'est pas de ta faute et tu peux pas en sortir. Le monde est méchant. Mais à partir du moment où on te dit prends tes responsabilités, c'est d'une violence phénoménale. Là, tu dois te remettre en question. Là, tu dois vraiment revenir au tout début de tout et te dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et oui, tu aurais pu agir autrement. Alors, je suis pas en train de dire que je sais pas que si tu es victime d'agression sexuelle, c'est de ta faute. Attention, mélangeons pas tout, d'accord? Voilà. Et oui, je ne pouvais, voilà, à cette époque-là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Donc, faut pas rentrer dans un cycle de culpabilité et de prendre des responsabilités qui sont pas les nôtres non plus. Les gens sont responsables de ce qu'ils nous ont fait aussi, hein, mettons-nous bien d'accord. Quand on te fait subir des choses, ok, tu es victime, mais ne dédouane pas l'autre. L'autre n'aurait jamais dû te faire endurer quoi que ce soit de tout ça. Par voilà, maintenant ta responsabilité, c'était de te dire, c'est est-ce que tout ça, tu vas laisser tout ça te détruire et te maintenir au sol et te dire que je suis victime et c'est comme ça et je m'en sortirai jamais? Ou tu te dis, OK, j'ai enduré tout ça, c'est injuste, ça n'aurait jamais dû arriver et ça m'a broyé. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire pour reprendre le dessus sur tout ça? Et c'est là que ta responsabilité se trouve. C'est apprendre à dire non lorsqu'il faut dire non, te dire, OK, il y a ça qui n'a pas marché, mais qu'est-ce que je peux faire autrement pour y arriver quand même, d'accord? Ou même, on a aussi la responsabilité du lâcher prise. Ça, c'est encore un autre débat. Il y a des moments où décider de ne rien faire est une responsabilité qui peut aussi t'aider. Ça, c'est encore autre chose. Mais toujours se dire, comment je peux agir pour prendre un rôle actif dans ma vie et pas être dans la survie, continuer à subir, continuer à encaisser parce que j'ai pas le choix. Si, le choix, tu l'as. Et c'est ça que j'ai besoin de faire comprendre. Et à partir du moment où tu prends le choix, tu rentres dans des difficultés qui peuvent être très lourdes. Mais c'est pas pour te piéger, c'est pas pour te détruire encore plus. C'est pour te dire que tu as la force. Voilà. Qu'une décision, c'est soit transformer son histoire en pouvoir, ou soit la transformer en désespoir. Il y a 2 choix. Exactement et le désespoir, j'ai connu, hein. Voilà. Le désespoir peut t'ensevelir jusqu'à la fin, mais ce n'est pas justement, tu peux décider que c'est pas ta fin, ta vie va pas s'arrêter comme ça, elle est pas finie. Tu vas pas juste continuer comme ça jusqu'à ta mort, non. Il n'est jamais trop tard pour remonter. Il n'est jamais trop tard pour te dire que tu es capable. Il n'est jamais trop tard pour te dire que tu as beaucoup plus de force en toi que tu ne le crois. Tu es capable. Et même si tu dois traverser le chaos, que tout soit détruit pour tout reconstruire, et même si tu dois prendre des décisions ultra douloureuses ou qui sont très effrayantes, si c'est ça que tu dois traverser pour avoir enfin la vie que tu mérites, fais-le, fais-le. Et justement, il y a des experts qui sont là pour t'accompagner, des praticiens qui sont là pour t'accompagner. Et s'ils font réellement leur métier avec vocation, avec envie, avec volonté, ils vont pas te lâcher, ils vont t'accompagner, tu seras pas seul. Mais ça, la volonté vient d'abord de toi-même. Il faut accepter que le chemin sera peut-être plus compliqué que tu ne le penses. Ça peut être très facile pour d'autres, hein, je le dis pas le contraire. Il y a des femmes qui peuvent s'en sortir très vite, hein, ça dépend d'où elles en sont et l'état de conscience qu'elles ont. Et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus laborieux, comme ça a été très laborieux pour moi. Mais j'ai vraiment que les gens comprennent que tout vient d'elles d'abord. D'accord? Je dis elles parce que je m'occupe avant tout des femmes, parce que c'est ce qui me représente le mieux. Mais pour moi, il faut d'abord avoir cette volonté de s'en sortir. Se dire, OK, qu'importe à quel point ça va être chaotique, ça va être dur, je vais pleurer, je vais me retrouver à terre, je vais prendre des décisions qui vont me laminer. Mais fais-le. Parce que justement, c'est pas dans le confort qu'on trouve ce qui nous convient. C'est dans l'insécurité, le lâcher prise, la perte de contrôle, accepter l'imprévu. Quand tu acceptes de traverser tout ça, tu vois ce qui peut arriver à toi et ça peut être incroyable.
Ça peut être incroyable, mais il faut que tu aies la force de le faire. Il faut que tu aies la force de te dire, peut-être que je vais me retrouver à terre encore, encore, encore. Mais sois à terre, c'est pas grave. Tu feras comme moi. Tu vas te relever, tu vas recommencer. Et s'il faut recommencer à zéro, tu recommences à zéro. Et c'est là que tu vas te rendre compte que, après avoir gravi l'Everest, quand tu es au sommet, waouh, la vue, elle est magnifique. Et c'est ça que j'ai besoin de faire comprendre. Et là, de l'Everest, du sommet, tu peux apprécier le chemin parcouru, malgré toutes les épreuves. Et ça, eh oui, parce qu'on se dit toujours que oui, mais c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est pas juste. Oui, sur le moment, tu le vis pas bien, c'est normal, on est des êtres humains, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de galérer, on n'a pas envie de se remettre en question, on n'a pas envie de redémarrer à zéro, on n'a pas envie de prendre des décisions douloureuses, mais c'est évident, le confort est plus facile, tu vois. Le confort nous endort, nous anesthésie, voilà, on est là dans la facilité, mais c'est humain, je vais jamais te reprocher ça. Bien sûr que c'est plus facile, mais est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Alors oui, le chemin va être dur sur le moment, mais quand tu seras arrivé à ce que tu mérites et que tu auras regardé ton parcours, tu vas dire waouh, ça valait la peine. Et c'est exactement ce que je me dis aujourd'hui. J'ai très mal vécu mon parcours, ça m'a mis dans des colères monstrueuses. Oui, ça m'a mis dans des rages monumentales, dépression, burn-out, tout ça. Mais je me dis, mais Cathy, sans tout ça, tu serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu n'aurais pas la force là que tu arrives à mettre en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir te relever. Tu n'aurais jamais été cette personne-là si tu n'avais pas chuté 1000 fois. Alors chute, c'est pas grave, chute. Et lorsque tu vas atteindre tout ce que tu mérites, tu vas voir que le parcours était finalement bien plus beau que tu ne penses. Et ça, c'est important. Bravo à toi, en tout cas, Cathy, d'avoir réussi à transformer ton histoire, même en super pouvoir, parce que maintenant, c'est une mission de vie que tu es en train d'accomplir. Et pour justement pouvoir le faire, ça demande énormément de courage et, et en même temps, bien entendu, tu te développes tout en contribuant aux autres. Et ça, c'est vraiment la plus belle réussite, au-delà même de la réussite financière, matérielle que tout entrepreneur souhaite. C'est d'abord cette réussite-là qui compte parce que c'est elle qui dure dans le temps et qui peut même durer au-delà de notre vie, à travers la trace qu'on peut laisser, un livre ou autre, et jamais sous-estimer la puissance justement de ce genre de message, de contenu qui peut sauver sans doute des vies, puisque nous deux, on est là, euh, là, sans doute après avoir eu justement un message sur les réseaux ou ailleurs qui nous a inspiré à changer de vie. Très, très belle conclusion et tu vois, rien que t'entendre me dire ça me fait du bien aussi. Tu vois, on est sur la même longueur d'onde et c'est pour ça qu'on a un très bel échange depuis le début, hein, et comme quoi les réseaux sociaux peuvent amener de très belles rencontres, de très beaux échanges et moi je suis ravie d'avoir participé à ton podcast ce matin. Également, là on arrive au bout justement, comment ces femmes peuvent justement maintenant aller plus loin avec toi, te suivre. Alors je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux, je crois, quasiment. Je vais commencer par celui. Oui, bah c'est Instagram, c'est là que j'interviens le plus puisque je propose des lives, voilà, des vidéos, c'est peut-être plus facile de me suivre là. Donc c'est MCI formatrice, donc MCI tiré du 8, si je me trompe pas, oui c'est ça, tiré du 8, MCI comme Marie-Catherine Idel, MCI tiré du 8 formatrice. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et depuis Instagram, vous verrez aussi mon Facebook, mon site internet, tout ça. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter et en savoir plus. On me retrouve aussi sur YouTube, hein, là où je peux mieux m'exprimer sous la même appellation MCI formatrice. Ouais, c'est exactement ça, le arrobase et MCI underscore, donc celui du 8, formatrice. Merci beaucoup Cathy, ça a été vraiment un échange très très riche, j'ai beaucoup appris. Tu as une histoire vraiment incroyable, pleine de résilience, d'espoir, de transformation, et que si tu as réussi à le faire, eh bien, toutes les femmes qui sont actuellement dans des situations très difficiles, qui sont parfois au fond du trou, au fond du gouffre, qui ne croient même plus, eh bien, c'est la preuve qu'il est possible d'en sortir et même de créer des réussites incroyables. Et d'ailleurs, les plus belles réussites sont parties parfois de ce même endroit de désespoir, et t'en es la preuve. Donc, suivez Cathy sur Instagram et vous allez sans doute pouvoir transformer vos vies comme Cathy l'a fait. Ben, merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin.
Ben écoute, je te dis à très bientôt et merci encore pour ce magnifique échange qui m'a aussi fait beaucoup de bien. Je te dis à très bientôt, peut-être un deuxième épisode, sait-on jamais, pour la suite de justement de ta mission de vie qui sans doute qu'on est qu'au tout début. C'est vrai, je n'en doute pas et je sais que j'ai encore beaucoup à apporter, beaucoup à faire et beaucoup de cheminement personnel pour moi-même qui seront aussi utiles pour les autres. Ce n'est que le début et ça, j'apprécie aussi beaucoup. À très bientôt, Cathy. À très bientôt.